Bonsoir et bienvenue à cette rencontre organisée par le mouvement Québec indépendant. Ce soir, c'est le premier rendez-vous d'une nouvelle collaboration avec la revue L'Action nationale qui a lancé une grande enquête en septembre sous le thème Penser le Québec indépendant. L'objectif de cette série de dossiers est de quitter le provincialisme et la politique provinciale pour parler de ce que reviendra notre pays du Québec, la République du Québec, lorsque nous serons indépendants. Dans le numéro de septembre, un premier dossier a été publié que j'ai rédigé en compagnie de mon collègue Denis Monnière. Et dans ce dossier, nous traitons de l'important domaine de la culture, des technologies et du numérique, incluant l'intelligence artificielle. Ce soir, je vous le présente en compagnie de Pierre Trudel, de Martine Ouellette, qui vous donneront leur opinion après cette présentation. L'important domaine de la culture, des télécommunications et des technologies numériques est un important enjeu pour l'avenir du Québec. C'est un enjeu démocratique, culturel et économique. Vous le savez, les œuvres culturelles, les films, les vidéos, les chansons, les théâtres, les œuvres culturelles en général doivent être découvertes, lues, vues et entendues de plus en plus sur l'Internet. Sur un autre plan, vous savez comme moi que l'information et les communications sont à la base du fonctionnement des entreprises, des organisations et de l'économie en général. Et finalement, l'information, les médias, les réseaux sociaux orientent les échanges d'opinions entre citoyens et orientent la vie démocratique de notre société. Faisons maintenant un peu d'histoire, en fait l'histoire d'une dépossession. Au cours du 20e siècle, l'État canadien a centralisé à Ottawa le contrôle sur les moyens de communication, tout comme il l'avait fait au 19e siècle sur les transports, les transports par chemin de fer autour duquel s'est construit le Canada. Mais le Québec a toujours voulu récupérer le domaine de la culture et des communications, central pour notre identité collective comme peuple, comme nation. Dès 1929, le premier ministre du Québec, Louis-Alexandre Tachereau, faisait adopter à l'Assemblée nationale la loi québécoise sur la radio, de façon à pouvoir contrôler, gérer les communications radiophoniques sur le territoire du Québec. Cette loi québécoise a été désavouée par la Cour suprême du Canada en 1931, 2 ans plus tard. En 1945, le premier ministre du Québec, Maurice Duplessis, créait à son tour Radio-Québec pour donner au pouvoir public québécois la possibilité de diffuser sur les ondes radio. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas d'Internet à ce moment-là. La radio était le principal moyen de communication pour rejoindre les gens partout dans les campagnes, sur tout le territoire du Québec. Lorsque la télévision est arrivée, Radio-Québec a commencé à vouloir diffuser des émissions de télévision et il n'a été autorisé qu'en 1970, 15 ans après l'arrivée de la télévision, à diffuser sur les ondes. Radio-Québec est devenu Télé-Québec. Mais Télé-Québec a été autorisé à le faire par le CRTC, l'organisme d'Ottawa, uniquement en mode télévision éducative. Donc, dans le prolongement des compétences en éducation du Québec. On lui interdisait de publier des bulletins d'information et donc de faire concurrence à Radio-Canada. En 1970, en même temps, le gouvernement Bourassa énonçait, via le ministre Jean-Paul Lallier, l'objectif de souveraineté culturelle pour le Québec. Immédiatement, la Cour suprême confirme la compétence d'Ottawa.
En 1990, Québec réclame à nouveau la pleine compétence en télécommunications. Encore une fois, la Cour suprême réaffirme la compétence exclusive fédérale. Plus récemment, l'année dernière, en 2023, le ministre de la Culture et des Communications du Québec parle à nouveau de souveraineté culturelle. Cette fois, il n'y a pas de réaction d'Ottawa parce que la CAQ ne pose aucun geste. C'est clair pour tout le monde que la radio, la télévision et plus généralement la culture et les communications sont désormais de compétences canadiennes et le Québec n'a qu'à prendre son trou. Faut-il en rester là? Voyons maintenant comment s'articule la centralisation de la culture et des communications à Ottawa. D'abord, Ottawa dispose de budgets majeurs, tout près de 6 milliards de dollars par année, qu'il consacre à soutenir ses organismes principaux comme Radio-Canada, l'Office national du film, Téléfilm Canada, le Réseau des musées canadiens, Archives nationales et Bibliothèque nationale du Canada. Il gère aussi 39 lois adoptées en général sans consultation du Québec qui gèrent les politiques culturelles canadiennes s'appliquant également au Québec. Par exemple, la loi sur le statut de l'artiste, les droits d'auteur et le régime fiscal pour la production artistique. Ensuite, il a créé le Conseil de la radio et de la télévision canadien, le CRTC, qui a interdit, par exemple, à Télé-Québec de publier des bulletins d'information. C'est l'organisme qui contrôle l'ensemble de la télévision, de la radio, des médias numériques et des télécommunications. Via le CRTC, il supervise les services des grands réseaux de communication câblés par antenne ou par satellite. C'est lui qui attribue les licences, donc le droit d'opérer aux différents organismes du secteur, y compris dans leurs opérations sur le territoire du Québec. Finalement, Ottawa, via le CRTC, réglemente des services d'accès à l'Internet large bande qui sont des vecteurs essentiels de diffusion des produits culturels, des médias numériques et des nouveaux outils d'intelligence artificielle. Ottawa gère tout le secteur des outils culturels et des télécommunications via un énorme ministère qui s'appelle le ministère du patrimoine canadien. Donc, Patrimoine Canada, en fait, supervise tous les organismes dont je viens de parler, est responsable des 39 lois également dont je viens de parler, également attribue via le CRTC les licences et les droits d'opérer des organismes et des entreprises de télécommunications sur le territoire du Québec. Mais Patrimoine Canada, cet énorme ministère qui gère aussi, qui est aussi le ministère du sport canadien et qui également subventionne les bureaux des lieutenants-gouverneurs de toutes les provinces, a pour mandat de promouvoir la culture canadienne. En fait, Patrimoine Canada, c'est le ministère de l'unité canadienne. C'est un outil stratégique dans la guerre au nationalisme québécois que mène le gouvernement canadien sous tous les partis qui sont au pouvoir. Il le fait en finançant massivement les célébrations de la fête du Canada, les fêtes régionales ou communautaires. Il distribue les unifoliés. Il s'assure que l'hymne canadien est présent dans toutes les manifestations culturelles et sportives. Le principal vecteur également est le sport olympique dont il a la responsabilité, qui est un objet de fierté canadienne. Alors, 2 fois par année, lors des Jeux olympiques internationaux, nous appuyons les athlètes canadiens auxquels doivent s'intégrer les athlètes québécois, quelle que soit leur opinion politique,
et qui sont tous fiers de monter sur le podium au son de l'hymne canadien et pour afficher leur fierté d'être un athlète du Canada. C'est aussi le ministère qui est responsable des mesures consacrées aux langues officielles, ce mythe d'un pays et d'une fonction publique bilingue qui n'a pas beaucoup de réalité. Il est aussi responsable de superviser Radio-Canada, qui a un mandat explicite de promouvoir la défense de l'unité canadienne dans le choix de ses émissions, en assurant une couverture nationale au Québec, nationale voulant dire qu'on a parfois à la radio des nouvelles de Toronto avant celles de Montréal, de Québec ou des autres régions du Québec. Nous avons aussi fait un inventaire des énormes budgets de Patrimoine Canada. Alors, le budget du ministère lui-même et des organismes qui dépendent de Patrimoine Canada totalise tout près de 6 milliards de dollars par année. De cet énorme budget, une partie seulement est dépensée au Québec. La majeure partie des dépenses du ministère lui-même servent à gérer des programmes qui sont en double emploi avec ceux du Québec ou ne concernent pas le Québec. Dans l'ensemble des charges des programmes relevant de Patrimoine Canada, le budget de l'an 1 du Parti québécois, publié l'an dernier, évalue que 26 étaient dépensés au Québec en 2021-22. Ce pourcentage plus élevé que la contribution québécoise au revenu canadien devra être pris en compte dans le budget du Québec indépendant pour maintenir le soutien total des deux gouvernements à la culture et aux télécommunications. On pourra sûrement compenser en coupant et en éliminant en fait les subventions énormes de plusieurs centaines de millions de dollars à l'industrie pétrolière de l'Ouest canadien. Patrimoine Canada s'est vu d'Ottawa comme le ministère de la culture canadienne, comme s'il n'y avait qu'une seule culture, comme si la culture québécoise, la culture des peuples autochtones n'existait pas. Nous avons fait l'inventaire des lois, des organismes, des budgets de cet énorme ministère qu'est Patrimoine Canada. Il y a 4 lois principales qui seront rapatriées au Québec, réadoptées par l'Assemblée nationale du Québec. Une loi pour créer l'équivalent du Conseil de la radio et des télécommunications, le CRTC. La loi de Radio-Canada qui devra être harmonisée avec celle de Télé-Québec et les lois sur l'Office national du film et Téléfilm Canada. Il y a aussi d'autres lois plus mineures qui ont créé des organismes dont les installations sont sur le territoire du Québec et qui seront rapatriés lors du partage des actifs et des passifs lors de l'indépendance du Québec. Il y a par exemple la Commission des champs de bataille nationaux à Québec, la Fondation Jules et Paul-Émile Léger à Montréal et 2 musées canadiens, le Musée de l'Histoire et le Musée virtuel du Canada, qui sont à Gatineau. Il y a par contre de nombreux organismes faisant double emploi avec ceux du Québec, comme Bibliothèque et Archives Canada ou le Conseil des arts, qui sont situés hors Québec, comme tous les musées canadiens sauf 2, ou encore inutiles au Québec, qui ne seront pas rapatriés. Et finalement, la loi des langues officielles, les mesures d'appui au lieutenant-gouverneur, les mesures de promotion d'une culture canadienne ne seront plus appliquées au Québec. Personne ne s'en plaindra puisque nous allons utiliser notre gouvernement national, désormais un gouvernement complet, pour promouvoir la culture québécoise et se débarrasser des symboles de la monarchie britannique. Patrimoine Canada, c'est le ministère de l'Unité canadienne, c'est le ministère de la Culture canadienne. Il a des énormes budgets, mais c'est aussi le ministère de la politique numérique. Donc, il a en charge
une partie importante de l'avenir du Canada et de celle du Québec tant que nous demeurons dans le Canada. En juin 2018, le gouvernement canadien décidait finalement d'adapter le Canada aux transformations du monde numérique en matière de culture et de communication. Il a entrepris la réforme des lois canadiennes sur les télécommunications, la radiocommunication et la radiodiffusion. Cela a donné un rapport important, le rapport Yale, auquel le gouvernement d'Ottawa a donné suite sous la forme d'une extension considérable des responsabilités du CRTC, qui devient le principal organisme responsable de la politique numérique du Canada. Cela s'est fait à travers le projet de loi C11, loi sur la diffusion continue en ligne, qui a reçu la sanction royale le 27 avril 2023. Le 9 novembre 2023, Patrimoine Canada a adopté un décret qui donne des directives au CRTC, lui donnant les grands paramètres à appliquer dans ses futures décisions, et futures décisions qui s'appliqueront à la province de Québec comme aux autres provinces. Cette démarche de contrôle du monde numérique et particulièrement de l'intelligence artificielle est nécessaire, comme l'ont souligné plusieurs organismes culturels. Mais elle a été entreprise sans que le gouvernement du Québec ne soit consulté ni dans l'élaboration de la loi, ni dans l'élaboration du décret, ni dans les nominations des dirigeants du CRTC qui orienteront l'avenir du Québec. Le Québec indépendant devra se donner sa propre politique numérique et les instruments pour l'appliquer, adaptés aux réalités culturelles et économiques de la nation québécoise. Maintenant, regardons comment pourrait se faire le rapatriement au Québec des énormes budgets, des responsabilités et des organismes sous la responsabilité de Patrimoine Canada. Dans les grandes lignes, le Québec indépendant prendra en charge les sections francophones de Radio-Canada, Téléfilm, l'Office national du film, dont la majeure partie des installations sont situées à Montréal, ainsi que de deux des musées canadiens qui sont situés à Gatineau. De nombreux organismes du gouvernement fédéral font double emploi avec des institutions québécoises et le Québec indépendant n'aura plus à les financer, mais possiblement à intégrer certaines de leurs dispositions aux organismes équivalents au Québec. Les fonds dégagés pourront être réinvestis dans les politiques culturelles et du numérique de la République du Québec. Le Québec devra créer un équivalent du CRTC responsable d'élaborer la réglementation de la diffusion par Internet et de régir les télécommunications sur le territoire du Québec. Devenu indépendant, le Québec pourra enfin participer directement aux efforts internationaux pour le contrôle des médias numériques gérés par les grandes entreprises internationales du numérique et de l'intelligence artificielle. Le rapatriement des compétences de Patrimoine Canada au Québec va nécessiter une certaine réorganisation des ministères du gouvernement du Québec. Nommément deux ministères. D'abord, le ministère de la Culture et des Communications du Québec, qui verra ses responsabilités considérablement étendues. Il faudra notamment y intégrer toutes les lois et activités de Patrimoine Canada au Québec qui font double emploi avec les siennes. Donc, il faudra intégrer aux lois québécoises des lois comme celles sur la presse, les journaux et les autres publications, le développement des entreprises du livre, le statut de l'artiste, la loi sur le cinéma, la loi sur le patrimoine culturel, sur les archives et sur la programmation éducative. Il faudra ensuite consolider les sociétés d'État actuellement sous la responsabilité du Québec, qui ont été créées par le gouvernement du Québec,
la SODEC dans le financement des entreprises culturelles, le Conseil des arts et des lettres du Québec et Banque et Archives nationales du Québec, avec les activités au Québec des sociétés d'Ottawa correspondantes. Il faudra aussi créer un nouveau ministère, le ministère québécois des télécommunications et du numérique, qui pourra superviser les développements des télécommunications, du numérique et de l'intelligence artificielle au Québec. Il le fera via la création d'un CRTC québécois. Le ministère devra intégrer les organismes, les lois et la part des budgets auparavant sous la responsabilité de Patrimoine Canada et du CRTC. Et il devra surtout élaborer une politique nationale du numérique et de l'intelligence artificielle pour diffuser, faire découvrir les produits culturels du Québec sur l'Internet, développer les services publics, les entreprises et les organisations dans le domaine de l'intelligence artificielle et du numérique et favoriser notre version de l'Internet, favorisant le logiciel libre et la neutralité de l'Internet. En rapatriant le réseau français de Radio-Canada au Québec et en l'intégrant avec Télé-Québec, nous pourrons doter notre pays d'une véritable télévision nationale. Le nouveau Télé-Québec, intégrant Radio-Canada, sera doté d'un budget d'environ 1 milliard de dollars par année, en consolidant les deux budgets et, après une période de transition, les deux programmations. On pourra ainsi étendre le mandat de Télé-Québec d'une chaîne généraliste à une chaîne d'information en continu et d'une autre chaîne de diffusion culturelle et scientifique. Télé-Québec sera un outil important de promotion de l'identité nationale québécoise. Il pourra aussi diffuser des productions culturelles autochtones en langue autochtone et en français, développer des bureaux régionaux dans tous les coins du Québec et doter le Québec d'une plateforme publique de diffusion de la culture sur les réseaux de l'Internet. Nous pourrons aussi conclure une entente avec le Canada pour diffuser la programmation de Télé-Québec dans les régions francophones du Canada hors Québec. En contrepartie, nous offrirons la diffusion des émissions de CBC aux régions anglophones du Québec. Un autre organisme important sous la juridiction de Patrimoine Canada, c'est l'Office national du film, qui a joué un rôle extrêmement important dans l'essor du cinéma québécois. L'Office national du film a présentement son siège social à Montréal et la majorité de ses studios également à Montréal, dans le quartier des spectacles. Elle passera sous la juridiction du ministère de la Culture et des Communications du Québec suite au partage des actifs et des passifs avec le Canada. Cela nous permettra d'étendre ses responsabilités pour créer un Office national des médias audiovisuels intégrant les activités actuelles de l'Office national du film dans la production, la distribution, l'éducation et la promotion culturelle par le film. On pourra élargir le mandat actuel de l'ONF en lui ajoutant la possibilité de subventionner la production médiatique québécoise, la participation des artistes au festival à l'échelle nationale et internationale et la production et la diffusion de contenus numériques sur l'Internet. Encore une fois, il sera possible, par une entente avec le Canada, de maintenir, si le Canada le désire, les unités de production satellites de l'ONF situées dans d'autres villes canadiennes. Un autre organisme sous la juridiction de Patrimoine Canada, Téléfilm Canada, sera rapatrié au Québec sous la juridiction du ministère québécois de la Culture et des Communications. Cet organisme
s'est diversifié dans 3 fonds s'appliquant à différents secteurs des industries culturelles. Il fait en grande partie double emploi avec la Société de développement des entreprises culturelles créée par le gouvernement du Québec. En intégrant ces 2 organismes, la SODEC et Téléfilm Canada, nous pourrons créer un fonds public des médias beaucoup plus important, beaucoup plus diversifié pour soutenir la production culturelle au Québec. Une autre façon d'alimenter ce fonds public des médias du Québec, c'est de discuter avec les géants du numérique, les GAFAM, les Disney et Netflix de ce monde, pour qu'ils puissent fournir des redevances pour les profits qu'ils font en opérant au Québec. Des profits énormes d'ailleurs. L'an dernier, Patrimoine Canada a tenté de discuter avec 2 de ces organismes, Google et euh, Facebook, et a obtenu un demi-échec, c'est-à-dire un fonds de 100 millions de dollars fourni par Google, mais un refus de négocier de la part de Facebook qui a mené à la cessation de la diffusion de l'information canadienne dans les pages de Facebook. Cette tentative nous donne 2 leçons. Premièrement, lorsque le Canada euh, discute avec les géants du numérique, nous n'avons aucune garantie que les fonds obtenus seront distribués de façon équitable au Québec et dans les médias francophones. Deuxièmement, qu'il est extrêmement difficile de négocier avec les géants du numérique seuls, même de la part du Canada. L'indépendance du Québec nous permettra d'être participants pleinement aux discussions internationales. Pour discuter sur le plan international, il faut être un pays. Le Québec indépendant sera à la table et il pourra s'assurer avec d'autres pays, en collaboration avec d'autres pays et avec le Canada, de rapatrier des redevances des géants du numérique dans le Fonds des médias du Québec. Finalement, le rapatriement des responsabilités de Patrimoine Canada au Québec mènera inévitablement à la création d'un Conseil québécois de la radiodiffusion et des télécommunications numériques du Québec. Cet organisme, sous la responsabilité du ministère québécois des télécommunications et du numérique, sera doté de pouvoirs réglementaires équivalents à ceux du CRTC et il aura la responsabilité de réglementer les entreprises qui œuvrent dans le domaine des télécommunications au Québec. Il sera responsable de l'attribution des permis pour l'usage des ondes publiques. Il supervisera les entreprises de télécommunications pour assurer la valorisation de l'identité québécoise et de la souveraineté du peuple québécois. Il aura pour rôle de faciliter l'accès universel aux services de télécom, de prévenir les pratiques abusives, d'empêcher la tarification excessive et d'accroître la connectivité des télécommunications pour tous les usagers dont il protégera les droits. Le nouveau Conseil québécois que nous allons créer aura un mandat très clair, contrairement au CRTC canadien, de mettre en valeur l'offre culturelle québécoise et en langue française via les médias traditionnels et les médias numériques. Il pourra, comme c'est le cas dans d'autres pays, imposer des quotas aux heures de grande écoute pour la diffusion d'œuvres québécoises en langue française. Par exemple, la France, actuellement, prévoit, sous réserve de mesures de substitution, le respect d'un quota de 60% d'œuvres européennes et de 40% d'œuvres d'expression originale en langue française. C'est une condition d'obtention d'une licence de diffusion sur le territoire français. Nous pourrons faire de même au Québec. Nous pourrons
Aussi, imposer des conditions aux entreprises nationales et internationales pour la découvrabilité et l'accès aux produits culturels québécois. Nous pourrons également, en discutant avec d'autres pays et les géants du numérique, obtenir des redevances des entreprises numériques sur les profits qu'ils génèrent en diffusant sur le territoire québécois, de façon à financer de nouvelles œuvres culturelles. Enfin, le nouveau conseil servira de groupe conseil pour le gouvernement et le ministère québécois des technologies numériques dans l'élaboration d'une nouvelle politique québécoise du numérique et de l'intelligence artificielle qui est une urgence maintenant et qui nous est interdite par le contrôle des géants du numérique et par le contrôle canadien sur la culture et les communications au Québec. Examinons maintenant les grandes lignes d'une politique québécoise du numérique et de l'intelligence artificielle. L'indépendance nous donnera les moyens de mettre en œuvre une telle politique qui est particulièrement urgente et nécessaire. Le graphique que vous avez devant les yeux présente une variation des revenus publicitaires par secteur de diffusion des produits culturels et de l'information au Québec de 2012 à 2020. Alors on voit que la part du marché de la diffusion euh, a diminué par la télévision, les quotidiens, les radios, les hebdos et les magazines, en faveur d'une augmentation drastique des médias numériques en dehors de ces médias traditionnels. Cette augmentation drastique, ce changement dans les pratiques de consommation culturelle et d'information des citoyens et des citoyennes du Québec fait en sorte que les médias traditionnels ont dû réduire leur personnel. Il y a eu des coupures de postes importants récemment chez Vidéotron, chez Bell Canada et dans plusieurs, et dans les médias régionaux également. Certaines ont dû fermer leurs portes. Il y a eu une diminution importante des journalistes qui fait en sorte que de plus en plus les gens vont prendre leur information sur des réseaux sociaux peu fiables qui véhiculent de la désinformation souvent. Et devant ces nouvelles pratiques culturelles et l'emprise des géants du numérique, une stratégie numérique et de l'IA est prioritaire au Québec. On la justifie par le fait que les données massives produites par les citoyens et les citoyennes du Québec, qui alimentent les systèmes d'intelligence artificielle, constituent une ressource publique qui doit servir au bien commun et au renforcement de notre identité culturelle et de notre démocratie. Une politique du numérique et de l'intelligence artificielle devra se déployer sur trois dimensions. D'abord, la recherche et le développement économique avec l'aide de l'intelligence artificielle, la promotion de notre identité culturelle et troisièmement, une utilisation responsable et éthique du numérique et de l'intelligence artificielle. Concernant d'abord le soutien à la recherche, à l'innovation et au développement économique, il faut d'abord souligner que le Québec est un leader mondial en intelligence artificielle. Une étude internationale récente comparait le Québec avec 63 pays sur une cinquantaine de critères caractérisant les efforts des pays en intelligence artificielle. Et cette étude plaçait le Québec au septième rang au monde sur 63 pays et le cinquième en recherche-développement. Donc, sur un premier point, il faut maintenir le financement public et privé à la recherche et à l'innovation qui place actuellement le Québec dans les 10 pays de pointe. Il faut lancer des projets mobilisateurs. L'un de ces projets serait la création d'un grand modèle de langue québécois, le modèle de langue étant la pièce principale qui alimente les systèmes
euh, d'intelligence artificielle comme ChatGPT ou Gemini ou d'autres. Et ce grand modèle de langue serait entraîné par des textes spécifiques à la culture et à la langue québécoise. C'est ce qu'ont entrepris de faire, par exemple, la Suède et la Chine depuis longtemps, et soutenir euh, ces recherches et l'innovation en intelligence artificielle par une infrastructure nationale de calcul dédiée aux études et aux recherches en intelligence artificielle. Deuxièmement, il faut développer l'écosystème d'entreprises québécoises en IA. Il y a déjà une centaine d'entreprises qui œuvrent dans le domaine et il faut faire appel pour les financer aux centaines de milliards de dollars dont disposent nos grands instruments financiers, la Caisse de dépôt et de placement, le Mouvement des jardins, le Fonds de solidarité et d'autres, pour la création d'entreprises d'ici et de projets d'application de l'intelligence artificielle dans les différents secteurs de l'économie. Maintenant, le Québec a investi au-delà d'1 milliard de dollars ces 5 dernières années dans divers projets en intelligence artificielle. Mais ces projets, pour la plupart, ont été pris de contrôle par des entreprises de l'extérieur du Québec. De sorte que le Québec risque de devenir une espèce de réservoir de recherche-développement pour des entreprises étrangères qui vont développer l'économie à l'extérieur du Québec. Il faut donc assortir l'aide aux entreprises de conditions favorisant la pérennité des entreprises d'ici. Donc, réinvestir, l'obligation de réinvestir des fonds dans l'économie du Québec lors de la vente ou de la fusion d'entreprises. Donc, en résumé, il faut contrer la fuite d'entreprises émergentes, contrôler l'immigration technologique en IA, qui est extrêmement importante au développement de la recherche et de l'innovation, prendre le contrôle de la gestion des brevets, qui est gérée à Ottawa actuellement, et augmenter les budgets des infrastructures numériques au Québec, qui sont, de la part d'Ottawa, plus faibles au Québec que dans d'autres provinces, ce qui a été démontré dans l'étude que j'ai mentionnée tout à l'heure. La seconde dimension d'une politique québécoise du numérique et de l'intelligence artificielle concerne le soutien à la culture québécoise. Récemment, le ministère de la Culture et des Communications a mis sur pied un comité pour développer la découvrabilité des contenus francophones. Ce que cela veut dire, c'est que devant le nombre croissant, le nombre énorme de produits culturels sur les réseaux, les produits culturels québécois sont perdus dans la masse. Et il faut encourager leur présence, leur découvrabilité pour favoriser l'accès des citoyens au contenu québécois et au contenu francophone. Ce comité propose plusieurs mesures extrêmement importantes qui devraient faire partie de la politique du numérique et de l'intelligence artificielle. D'abord, prévoir de nouveaux moyens législatifs et budgétaires, tels que recommandés par le rapport du comité, pour assurer la découvrabilité et l'accès au contenu culturel québécois et en français. Ensuite, intégrer dans la Charte québécoise des droits un énoncé des droits culturels des citoyens du Québec quant à l'accès à des contenus culturels produits au Québec ou ailleurs en langue française. Également, obliger les entreprises utilisant des algorithmes de recommandation de produits culturels à valoriser, à mettre en évidence le contenu culturel du Québec en langue française. Et finalement, soutenir les communautés francophones d'Amérique par la diffusion internationale des productions culturelles québécoises et d'autres pays de la francophonie sur les réseaux de l'Internet. La troisième dimension d'une politique du numérique et de l'intelligence artificielle concerne un usage responsable et éthique de l'IA.
On a mis en évidence ces derniers temps dans les journaux les difficultés que posent les systèmes d'IA parfois en termes de discrimination. Par exemple, un logiciel d'embauche intelligent de la compagnie Amazon a discriminé pendant des mois les candidatures soumises par des femmes à cause des critères inscrits dans les algorithmes du système. De même, la gestion du portail de nouvelles de Microsoft a favorisé la propagation de plusieurs fausses nouvelles. Les systèmes d'IA, parfois, accroissent la discrimination ou les fausses informations qui sont diffusées sur les réseaux sociaux. Alors, l'usage responsable et éthique de l'IA a été mise en évidence par le lancement de la Déclaration de Montréal pour une IA responsable le 4 décembre 2018. C'était une initiative de l'Institut MILA, l'Institut québécois de l'intelligence artificielle à l'Université de Montréal, qui est dirigé par Yoshua Bengio, qui est l'un des fondateurs de l'intelligence artificielle générative et qui s'inquiète et qui fait campagne depuis pour un usage responsable éthique de l'intelligence artificielle. La politique québécoise du numérique et de l'intelligence artificielle devra adopter une réglementation québécoise fondée sur la Déclaration de Montréal, qui a été également étendue par des recommandations, des principes pour l'usage responsable et publiés par l'UNESCO et par le Conseil de l'Europe et par d'autres institutions internationales. Il faut dépasser l'autorégulation par les entreprises qui est prônée par exemple, par le projet C27 du gouvernement canadien, qui est encore en discussion depuis 2 ans à Ottawa. Alors, cette autorégulation des entreprises est insuffisante, de même que la simple anonymation des données personnelles. Il faut aller beaucoup plus loin que cela. Il faut établir un processus rigoureux d'approbation des systèmes et des applications de l'IA, comme cela se fait dans l'approbation des produits pharmaceutiques avant leur diffusion. Il faut imposer des conditions selon le niveau de risque des produits de l'IA. Certains systèmes présentent peu de risques, d'autres beaucoup, et le Conseil de l'Europe, par exemple, prône une une évaluation différenciée selon le niveau de risque que peuvent présenter les systèmes qui s'appliquent par exemple à la santé ou à l'éducation. Il faut obliger les entreprises à s'assurer que leurs données d'entraînement de leur système d'IA sont exempts de biais discriminatoires ou de désinformation. Il faut établir une réglementation contre les contenus et produits illégaux en ligne qui propagent de la haine, de la désinformation, des contrefaçons ou ce qu'on appelle les deepfakes. On se rappellera par exemple cette vidéo de Barack Obama qui lui font dire avec son image et avec sa voix des propos contraires à ses idéaux politiques. Il faut donc interdire aussi les systèmes de notation sociale de personnes physiques ou de systèmes prohibitifs de reconnaissance biométrique des personnes. Il faut protéger également la vie privée, bien sûr. J'en arrive maintenant à ma conclusion, qui ne surprendra personne. Le Québec doit acquérir sa souveraineté culturelle, sa souveraineté numérique, comme l'ont répété tous les gouvernements de tous les partis au Québec. Et celle-ci ne pourra être obtenue par discussion dans le cadre du régime politique canadien. La nécessaire souveraineté numérique et culturelle passe par l'indépendance. L'indépendance est indispensable pour donner au Québec un avenir numérique pouvant contribuer à notre développement à la fois sur les plans culturels, économiques et démocratiques. En devenant un pays, le Québec pourra gérer lui-même l'ensemble de ses communications. Il pourra
créer une véritable télévision nationale en intégrant Télé-Québec et Radio-Canada. Il pourra discuter par lui-même avec les entreprises du numérique des conditions favorisant la découvrabilité et le financement des produits culturels québécois et en langue française. Il pourra favoriser le rayonnement des créateurs québécois à l'international avec l'appui de réseaux d'ambassades du Québec indépendant qui lui manque actuellement. En acquérant la personnalité internationale, il pourra enfin participer pleinement en tant que pays indépendant aux discussions et aux ententes internationales pour établir de nouvelles règles de collaboration des États, notamment des États de la francophonie, avec les acteurs du numérique. Je vous remercie de m'avoir écouté et maintenant, nous allons entendre les commentaires de Pierre Trudel et de Martine Ouellette. Bonne soirée.